Voilà, commençons cette dernière séance. Donc, le premier orateur est Rémi Yati de Strasbourg Tout à fait. sur preuve de validité d'un nouveau simulateur de réalité virtuelle pour la formation à la pharmacoémulsification, pardon, en chirurgie de la cataracte. Très bien. Je vous remercie. C'est vraiment un ravissement et un honneur d'avoir été invité aujourd'hui pour pouvoir parler de mon projet, des résultats de mon étude. Pour commencer, une introduction du contexte. Donc, j'ai repris en fait les conclusions du groupe de travail d'ophtalmologie auquel on a contribué, donc qui est le fruit d'une collaboration entre le COUF, donc le Collège des ophtalmologistes universitaires de France, et de l'Académie nationale de chirurgie, que vous pourrez trouver donc dans le rapport qui a été publié en octobre 2024 qui, on a conclu que la spécialité chirurgicale ophtalmologie pouvait être divisée en deux parties. Une partie de surspécialité, même si c'est un petit organe, on a de nombreuses surspécialités en ophtalmologie, dont l'apprentissage chirurgical va plutôt se faire en post-internat. Et la deuxième partie, c'est le tronc commun, donc la formation pratique des opérateurs lors de l'internat. Lors de ce tronc commun, on a identifié un groupe de 7 interventions, groupes d'intervention qui relèvent de l'internat. La plupart sont relativement facilement accessibles à l'apprentissage parce que d'interventions fréquentes, avec un seuil d'apprentissage relativement bas et des moyens de formation pré-patient facilement accessibles. Ce qui n'est pas le cas pour la dernière intervention, la chirurgie de la cataracte. La chirurgie de la cataracte, nous avons une technique sûre et efficace, la phacoémulsification, qui représente une référence depuis maintenant 30 ans. Donc, ça consiste à fragmenter un cristallin cataracté à l'aide d'une sonde à ultrasons. C'est une technique qui est prouvée, qui permet en fait de réaliser une chirurgie dans un temps opératoire de 10 minutes, dans l'immense majorité des cas réalisables en chirurgie ambulatoire sous anesthésie locale, permettant aux patients d'avoir une haute exigence visuelle. Ça représente 85% de toutes les chirurgies ophtalmologiques, donc c'est vraiment le pilier central de la chirurgie ophtalmologique. C'est la chirurgie la plus pratiquée dans le monde, avec 20 millions d'interventions par an. La chirurgie la plus pratiquée en France, avec 1 million d'interventions par an. La cause principale d'une cataracte, c'est la sénescence, donc c'est une pathologie qui est liée à l'âge. Et la part des 65 ans en France a doublé depuis 35 ans. Et les perspectives de l'INED sont qu'on assistera encore à une augmentation de cette part de plus de 30% à l'horizon de 2050. Donc, il y a un enjeu majeur de formation des chirurgiens dans les années à venir. C'est un enjeu de santé publique et c'est également un défi parce que le seuil d'apprentissage, il est relativement important avec la nécessité d'une maîtrise de la chirurgie sous microscope, mais également une maîtrise de la machine de phacoémulsification. La littérature s'est penchée sur le nombre de chirurgies à avoir réalisées pour atteindre un niveau de compétence, c'est-à-dire pouvoir réaliser l'intervention avec le nombre acceptable de complications, qui est relativement faible pour cette chirurgie, de 0,5 à 2%. Et ce chiffre a été calculé à 80 pour une maîtrise, c'est-à-dire la capacité d'être souverain également avec un nombre très faible de complications en cas de complications, d'événements imprévus ou de cas particuliers. Le nombre est fixé à 250 interventions complètes sous supervision. Pour bien interpréter les suites de notre étude, c'est important également de se pencher sur le contexte européen. On a profité en fait de la chance, de l'opportunité d'une présidence française de l'EBO, European Board of Ophthalmology, qui est un organisme qui permet la coopération entre les différents pays d'Europe. Une enquête a pu être réalisée, regroupant 821 participants issus de 30 pays affiliés collaborant avec l'EBO qui nous a permis en fait de comprendre quelle était la formation pratique des chirurgiens ophtalmologiques en Europe, de comprendre en fait le paysage. Et le résultat de cette enquête, c'était que l'Europe est globalement scindée en deux. On a globalement l'Europe de l'Ouest avec cet objectif des 80 chirurgies réalisées pendant l'internat qui est atteint, et le reste de l'Europe, essentiellement l'Europe centrale, l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est, dans lequel cet objectif n'est pas atteint.
Quand on se penche un petit peu plus, et on a fait des analyses également par pays, on se rend compte que cela correspond sans surprise à un apprentissage de la chirurgie pendant l'internat, alors que dans l'autre modèle, c'est un apprentissage de la chirurgie post-internat. Mais ce qui est intéressant, c'est que le nombre de chirurgies réalisées relatif à la population est globalement le même. Ce qui va se différencier, c'est le nombre d'ophtalmologistes globalement formés, 30% supplémentaires lorsque la chirurgie est apprise en post-internat. Par contre, un nombre de chirurgiens 3 fois moins important. Ces deux modèles, on leur a donné un nom, donc chirurgie pour tous. Tous les internes en ophtalmologie deviennent des chirurgiens de la cataracte. Et d'un autre côté, on a les chirurgiens à haut volume. Donc, c'est par exemple le cas de l'Allemagne, qui est le pays emblématique de ce modèle-là. On a très peu de chirurgiens, mais qui ont un volume opératoire conséquent. Quand on regarde un petit peu plus, on se rend compte en fait que du coup l'accès à la chirurgie, il est compliqué dans ces pays-là où la formation chirurgicale n'est pas standardisée, planifiée et voulue pour tous. On a notamment une discrimination fondée sur le genre qui est statistiquement significative dans ces pays, pouvant représenter jusqu'à pratiquement 20%. Et on a également, du fait de cette frustration, une migration de ces médecins qui vont aller se former, notamment en Inde, au Bangladesh ou au Népal, pour compenser cet accès à la formation qui est déficient pendant l'internat. Donc, quand on regarde la situation française, on pourrait se dire qu'effectivement, les chiffres sont plutôt pas mal hein, quand on se compare aux autres, même vis-à-vis de pays qui ont un modèle chirurgie pour tous comme les Espagnols. Le petit bémol, la petite nuance, ça serait plutôt l'importante disparité régionale qu'on peut constater en France. Il y a d'énormes écarts dans l'accès à la formation de la chirurgie de la cataracte. On retrouve des chiffres très éloquents à Paris avec pratiquement 250 interventions réalisées. Et dans d'autres villes, comme par exemple à Limoges, à Clermont-Ferrand ou à Saint-Étienne, on a des chiffres extrêmement bas. Vous prierez de ne pas trop regarder en Alsace. Donc, une des réponses qu'on va pouvoir apporter, elle s'inscrit finalement dans une réflexion qui est promue depuis maintenant plus de 10 ans, à la fois par l'Académie nationale de chirurgie. C'est aussi l'esprit de la réforme du troisième cycle qu'on retrouve dans les rapports HAS et de la SOFRA-SIMS, qui va être de privilégier la formation pratique pré-patient afin de ne jamais avoir de première fois sur le patient de façon impréparée. Aujourd'hui, nous avons les outils pour avoir un accès satisfaisant à la formation pratique pré-patient, donc bien sûr le compagnonnage, hein, qui est la méthode historique, avec notamment une forme de théorie centrée sur la pratique, les supports vidéo, donc on a vu aujourd'hui une présentation très intéressante à ce sujet, qui permettent une pratique délibérée, également une progression qui est fondée sur les compétences, et un outil qui va nous intéresser dans le cadre de l'étude que je vais vous présenter et de ses résultats, qui est la simulation. La simulation chirurgie de la cataracte, on a globalement 3 modèles. On a la simulation humide avec les yeux de porc, on a la simulation sèche avec des yeux synthétiques, et puis on a les simulateurs de réalité virtuelle. Les 2 premiers modèles, ils ont des avantages, mais ils ont également des inconvénients, notamment en simulation humide, on a besoin d'un environnement qui est très contrôlé. Ça pose également des questions éthiques. Il y a également des problèmes de réalisme. Par exemple, les cornées des yeux de porc sont beaucoup plus épaisses que les cornées humaines. En simulation sèche, on a encore des problèmes de réalisme. On a une empreinte écologique qui est vraiment pas bonne. Pour les 2 modèles, on a des coûts qui sont très importants. Et un des gros manques de ces 2 modes de simulation, c'est que souvent, ils ne permettent que des scénarios lisses. Donc, uniquement de travailler ne permet pas de travailler sur des cas particuliers, sur des cas complexes ou de simuler des complications. Une réponse à ces déficits, ce sont les simulateurs de réalité virtuelle. Donc, je vais vous montrer en ophtalmologie ce dont on dispose. Hop. Donc là, vous pouvez voir donc, sur la gauche un simulateur de réalité virtuelle, donc à haute fidélité, et en haut à droite, une opération de la cataracte, donc qui est réalisée. Donc, on est relativement proche de ce qui se passe au bloc opératoire, avec tous les avantages d'un simulateur de réalité virtuelle, qui sont notamment les paramètres, les métriques. On va pouvoir générer une quantité phénoménale de données qui vont pouvoir être utilisées à la fois pour évaluer la qualité de la chirurgie qui a été proposée, mais également la progression, ce que ne permettent pas les autres modes. On a un simulateur qui est le IC, qui a été proposé par Axstreit. Donc, c'est le simulateur historique.
qu'il a été lancé en 2004 en situation de quasi-monopole. C'est le simulateur le plus répandu dans le monde avec environ 1000 unités. 15 des 27 CHU français en disposent. On a une littérature scientifique qui est abondante sur le sujet, notamment une revue de 2020 regroupait plus de 11 études qui démontraient la validité de construction, 9 études qui démontraient la validité prédictive. On arrive même à établir un seuil, un score seuil, à partir duquel on peut estimer qu'on peut mettre un apprenant dans un bloc opératoire sur un vrai patient. Deux gros désavantages. Donc, déjà, la démarche commerciale de Hackstreit qui génère des coûts. C'est très cher. C'est un simulateur qui coûte très cher à la fois à l'achat, mais également en frais de maintenance annuels. Et puis, certaines étapes ne sont pas incluses, des étapes fondamentales comme par exemple les incisions qui conditionnent tout le reste de la chirurgie. Il y a un nouveau venu dans le marché qui est le simulateur Helsinki, qui est en partie développé par une startup à Strasbourg qui s'appelle Insimo en France et qui est détenu par la Helsinki Foundation, qui est une fondation à but non lucratif. Donc, c'est une toute autre démarche. Il y a une présence mondiale de la fondation Helsinki. Ce simulateur est également un simulateur à haute fidélité qui, jusqu'en 2023, s'était plutôt concentré sur une méthode de chirurgie de la cataracte qui est présente dans les pays à bas et moyens revenus et s'inscrivait dans le cadre de l'initiative Vision 2020 de l'ONU. Il y a déjà eu des études sur la validité de construction de ce simulateur sur cette méthode chirurgicale. Depuis 2023, il y a eu une introduction des modules de phacoémulsification, donc la technique de référence dans les pays développés. Le simulateur ELMICI, à la différence du simulateur IC, il est mis à disposition des centres formateurs. Il n'est pas vendu. Il dispose d'un retour tactile qui va permettre en fait de simuler l'intégralité des étapes, ce qui n'était pas le cas du simulateur IC. Cependant, jusqu'à présent, aucune étude de validité n'avait été faite et c'est ce qu'on a entrepris. Donc, évaluer la validité de construction de ces nouveaux modules. Pour cela, on s'est basé sur le modèle de validité unifiée de Messick, qui, dans notre cas précis, consiste à retrouver une corrélation entre la simulation et la performance chirurgicale réelle par la collection de preuves multiples et diverses. Pour ce faire, nous, on s'est fixé trois preuves de validité, la validité intrinsèque, la validité extrinsèque et l'étude de l'ergonomie. La validité intrinsèque, ça consiste à réussir à démontrer la capacité du simulateur à distinguer un chirurgien confirmé d'un chirurgien en cours de formation, avec le seuil retrouvé dans la littérature de 300. La validité extrinsèque, ça serait une corrélation entre le nouveau simulateur et un simulateur dont la validité a déjà été démontrée et l'ergonomie, parce qu'en fait, la fatigue musculaire d'un chirurgien confirmé est moins importante à l'issue d'une opération que celle d'un chirurgien apprenant. Et donc, du coup, c'est une preuve supplémentaire que le simulateur, s'il retrouve ce différentiel de fatigue, serait valide. Pour cela, on a fait une étude transversale non randomisée, donc, qui a associé donc, le GEPROMET, qui est un des centres de simulation de Strasbourg, avec le service d'ophtalmologie du CHU qu'on a réalisé sur 3 mois, avec bien sûr un avis positif de la commission d'éthique. On a fait un calcul du nombre de sujets nécessaires qui retrouvait 10 chirurgiens confirmés, 10 chirurgiens intermédiaires. On a essayé de diversifier un petit peu le profil des chirurgiens en prenant des chirurgiens du CHU, mais également des chirurgiens libéraux. Et globalement, on a fait une séance en 3 étapes. Donc, avec une étape de pré-simulation, on va recueillir un certain nombre d'informations sur l'expérience passée et tout ce qui peut influencer les résultats sur simulateur et également la force de repos. La simulation, donc les chirurgiens sont passés sur les 2 simulateurs, l'ordre de passage était randomisé. Et en post-simulation, on a mesuré la fatigue et on a fait passer un questionnaire de satisfaction. Le critère d'évaluation principal, c'était le score global du nouveau simulateur LMICI, à savoir en fait que les modules sont un petit peu différents sur les 2 simulateurs. Donc, on a un petit peu regroupé les étapes pour pouvoir faire correspondre les 2 systèmes de score. Comme critère d'évaluation secondaire, on a regardé par module, donc par étape, pareil sur les critères de validité intrinsèque et extrinsèque, et la fatigue musculaire post-simulation. Au niveau des résultats, donc notre groupe expert était majoritairement constitué d'hommes d'un âge médian de 44 ans, droitier, avec une expérience médiane d'à peu près 2000 interventions. C'est un groupe assez hétéroclite, ça allait de 500 à 17 000 interventions.
Pour le groupe intermédiaire, donc on avait essentiellement des hommes également beaucoup plus jeunes, 29 ans, également droitiers, qui avaient une expérience médiane de 150 interventions. On a retrouvé une différence significative en faveur du groupe expert. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'était la corrélation entre les deux scores. On l'a retrouvé à la fois en analyse univariée, mais également en analyse multivariée. Lorsqu'on crée un modèle de régression linéaire multiple sur le score global du simulateur HealthMe, le seul facteur prédictif qui ressortait, c'était le score de l'ASI. Donc bien plus que l'expérience. Au niveau des modules, donc on retrouve là également encore une différence significative en faveur du groupe expert. Ce qui était particulièrement intéressant, c'était que cette différence se retrouvait sur des étapes clés de la chirurgie, considérées comme difficiles avec la courbe d'apprentissage la plus longue, qui est le capsulorhexis, donc l'ouverture en fait du sac capsulaire dans lequel se situe le cristallin, qui est facteur de nombreuses complications, et également sur le retrait des quartiers, c'est-à-dire que lorsqu'on va fragmenter le cristallin et qu'on va mettre les ultrasons, c'est sur ces deux étapes qu'on a retrouvé un écart significatif, avec une corrélation entre ces deux étapes. J'ai quasiment fini. Donc, on retrouve également une différence significative en faveur du groupe expert, mais uniquement sur le simulateur HealthMe, que l'on a attribué en fait au retour de force qu'on a sur ce simulateur qu'il n'y a pas sur le groupe IC. En conclusion, on a une validité confirmée pour un tout nouveau simulateur en chirurgie de la cataracte qui ouvre de nombreuses perspectives, notamment la possibilité de faire des études d'efficacité, c'est-à-dire de mettre des apprenants et de pouvoir évaluer l'efficacité de l'apprentissage sur ce simulateur, et également des études de seuil qui va permettre d'évoluer lentement vers le fameux permis d'opérer, qui sera en fait quel est le bloc de formation minimale avant de pouvoir laisser les apprenants en bloc opplématoire. Donc, ça apporte des fonctionnalités supplémentaires, ça complète l'offre existante. Maintenant, on peut couvrir l'intégralité de la chirurgie de la cataracte. De par la répartition du Help Me See, on a également une couverture géographique importante, bien plus importante, pas simplement dans les pays à haut revenu, mais également dans des pays à bas revenus. Et puis, juste à noter que c'est un simulateur qui est développé et disponible en France et que c'est le seul endroit où nous avons les deux simulateurs en Europe, donc à proposer à nos étudiants, mais également aux étudiants européens. Voilà, donc ça a fait l'objet d'un article publié dans Scientific Report. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, très clair et très intéressant. Euh, Avant que je fasse quelques commentaires, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Alors, on a un micro. Oui, vous avez un micro là-bas. Ouais. Donc, effectivement, je pourrais rajouter des yeux dans mon monobloc. Et, et est-ce que ça existe là, est-ce que parce que là, c'est un simulateur qui fait qu'une intervention. Non, 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 il en fait plusieurs. En fait, le nouveau en fait plusieurs. On a donc la chirurgie de la cataracte avec les deux méthodes. La phacoémulsification, également la M6, qui est en fait une extraction du cristallin dans des pays où ils n'ont pas les moyens de se permettre une machine de phacoémulsification, mais on a également la possibilité de faire des sutures de cornée avec, et on a également la possibilité de faire de la chirurgie vitréo-rétinienne. Là, j'en ai pas parlé, c'était pas le focus, mais il y a plusieurs interventions. Et du coup, sur le modèle animal, par exemple, prenons l'œil de porc, Mhm. c'est semblable à un œil humain, c'est comment? Non. Il y a des différences anatomiques. La plus importante, c'est l'épaisseur de la cornée. En fait, on accède au cristallin à travers la cornée. Donc, une cornée de porc est beaucoup plus épaisse. Et deuxièmement, quand on travaille sur des yeux de porc, on travaille sur des yeux de jeunes porcs. Donc, ils n'ont pas de cataracte. Donc, en fait, on a un réalisme qui est relativement limité parce que ce sont des Pourquoi, noyaux mous. pourquoi des jeunes? Hmm. Pourquoi jeunes? C'est quoi le... Ah oui, oui, parce que Euh, l'œil est complètement normal, quoi, c'est ça? L'œil est normal, Ouais. voilà, exactement. Donc, ce sont des yeux qui n'ont pas de cataracte. Donc, ça permet de comprendre, d'avoir une première idée des rapports anatomiques. Mais c'est vrai que le rendu est quand même assez différent quand on a affaire à une cataracte qui est très dense, une cataracte blanche. Et puis, c'est aussi l'absence de modifier les scénarios. Donc, le simulateur, il permet de simuler différentes tensions, différentes densités de cataracte, ou alors on rentre dans l'œil, il y a tout qui s'affaisse, et on voit comment l'apprenant peut réagir. Ça, c'est pas possible avec un œil de porc. Ok.
Et, Et on n'a pas toutes les métriques aussi. C'est surtout ça. C'est-à-dire un des gros avantages des simulateurs, c'est qu'on a un nombre phénoménal de données. On a par exemple l'odométrie, on voit le trajet des instruments dans l'œil, ce qu'on ne pourrait pas vraiment évaluer ou difficilement évaluer avec des vidéos. Parce que là, on a vraiment des mesures de Ouais, la profondeur. il y a plein d'outils qui permettent de le faire on vous entend pas bien, il y a plein d'outils qui permettent de le faire par la porotomie. Nous, on a le même problème avec la chirurgie ouverte, Mhm. où quand c'est médié par un écran, c'est facile, on peut l'enregistrer. Quand c'est par voie ouverte, c'est plus difficile. Mhm. Mais donc, on a des solutions qui existent pour monitorer tous ces mouvements parasites, tous ces. Enfin, bref. Ok, merci beaucoup. Merci. hein. Là, si j'ai bien compris, le ici, c'est mieux, c'est moins cher et c'est mieux. On va dire que c'est une offre complémentaire qui est vraiment la bienvenue. Pas complémentaire, il n'est pas en complément de l'autre. On peut le voir de deux façons. L'idéal, ça serait vraiment de pouvoir s'entraîner parce que chacun a des forces et chacun a des faiblesses. Mais c'est vrai que le Help Me See apporte quelque chose que le IC n'apportait pas, comme notamment le retour de force. Donc là, réellement, on sent quand quelque chose est dur, quand quelque chose est élastique, alors qu'on avait uniquement un retour visuel sur le IC. Après, le IC, ils ont 20 ans d'expérience, donc ils ont effectivement beaucoup travaillé d'autres détails qui sont très appréciables aussi que le Help Me See n'offre pas encore, mais probablement à l'avenir. Donc pour l'instant, c'est vraiment une offre complémentaire qui est, oui, une offre complémentaire, je dirais. Et est-ce que le SI permet de faire d'autres opérations que Oui, la le reconnaissance IC permet également? également la chirurgie vitréo-rétinienne. Et quelle est la différence de coût entre les deux? Le simulateur IC coûterait 300 000 euros avec un prix de maintenance de 10 000 euros par an. Là où le Help Me See est tout simplement mis à disposition des centres de formation et il y a une forme de rémunération qui est faite par les cours qui sont dispensés, mais un cours coûterait à peu près ce que coûte un workshop. Et cet argent n'est pas utilisé pour s'enrichir, mais plutôt pour financer les projets Help Me See dans les pays à bas développement. Donc c'est vraiment une toute autre philosophie qui est aussi appréciable. Je pense qu'on a besoin des deux, Mhm. mais c'est vraiment un complément très appréciable. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer que dans les pays en voie de développement, ou à faible moyen économique, en tous les cas, on puisse utiliser uniquement le FMIC plutôt que d'avoir les deux, puisque vous dites que les deux sont Pour complémentaires. l'instant, pour ceux qui n'ont pas la phacoémulsification, effectivement, ils n'ont que le Help Me See pour s'entraîner. Mhm. Mais ils ont directement un appareil de très très haute valeur, hein. C'est un simulateur à haute fidélité. Par contre, ça permettrait également pour certains pays de faire la transition. C'est-à-dire à partir du moment où ils acquerront des machines de phacoémulsification, avec le même simulateur qu'ils connaissent, ils pourront s'entraîner aux deux méthodes. Alors justement, est-ce que vous l'avez testé avec des penseuses pour les régions en France où il n'y a pas assez d'ophtalmo ou à l'étranger, il y a des chirurgiens, par exemple, qui forment des médecins généralistes à la Mhm. chirurgie parce que le besoin est immense. Mhm. Pour la France, je ne pense pas. Par contre, pour l'étranger, Il y a un site, bonjour, il y a un site ici à Madagascar. Et Madagascar, c'est 28 ophtalmos pour 28 millions d'habitants. Il y a un problème. Et donc, les généralistes sont recrutés par le ministère de la Santé pour faire un stage un peu plus intensif, Help Me See, et devenir non pas des ophtalmos, mais des chirurgiens de la cataracte. Voilà. Donc, c'est ça ce modèle. C'est l'étude qui s'appelle Mazava. Mazava veut dire lumière en malgache. Et c'est en cours de développement par Help Me See Madagascar. Je repose la question pour la France parce que je suis sûr que quelqu'un va y penser. Est-ce que les ophtalmos ne pourraient pas imaginer de former des aides opératoires à faire ces gestes? en tout cas, là, on aura un outil pour le faire. Oui. Si la volonté est là, on aura effectivement un outil pour le faire et un outil Je efficace. crois savoir que la DGOS, ils sont Ils déjà sont en en train train d'y de réfléchir. réfléchir. Ouais. En tout cas, là, on disposerait d'outils. Oui. Mm. Il y a d'autres questions? Non? Écoute, Non. merci beaucoup en tous les cas.